Intéressante, Steve, aujourd'hui parce que avec des conférences comme aujourd'hui, hier, des fois, on a des idées de grandeur de tout ce qu'on peut faire en cybersécurité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont moins de ressources et qui doivent faire face aussi aux mêmes méchants. Donc, ça va être un sujet que je trouve particulièrement intéressant. Donc, je vous présente Steve Lavoie, directeur solution TI chez Micromédicas Solutions d'affaires, qui nous parlera de la réaction aux incidents en PME. Merci, Marie-Ève. Bon. Donc, aujourd'hui, comme Marie-Ève dit, on va parler de gestion d'incidents en PME. Puis, on va commencer par me présenter encore un petit peu. Il faut vraiment regarder par là. Ah, il marchait tant. Ah. Un incident arrive si rapidement. Il y a juste un petit problème avec le pointeur, ce sera pas bien long. Donc, la beauté de la chose, c'est que quand on travaille en gestion d'incidents, ça, c'est de la petite bière. Bon. Donc, juste pour vous donner une idée de mon expérience, j'ai une vingtaine d'années d'expérience et comme Dominique hier avait mis son expérience en EDISA, moi j'ai mis en binaire. Donc, plus de 20 ans d'expérience, 20 ans d'expérience chez Micromédica qui est une très variée, dans le sens j'ai fait de la vente de solutions, j'ai de la consultation technique, j'ai fait de la programmation. Donc, j'ai une expérience très variée, donc, et vraiment concentrée dans le milieu de la PME, qui ont vraiment des marchés, un marché qui a des besoins spécifiques, même si on partage beaucoup des mêmes inquiétudes et des mêmes enjeux que les plus grosses entreprises. Donc, je me suis formé énormément, je suis un autodidacte, j'ai multiples certifications, dont le CISSP et nombreux autres, ainsi que depuis quelques années, je contribue beaucoup à la communauté, soit par le AFES, le Polysecure, le ITSec et le Secure. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, quand je suis pas, quand je suis pas en train de faire de l'informatique, ce que vous devez savoir sur moi, c'est que je fais du barbecue. Tu sais? Donc là, puis pas du barbecue chez nous, là. Chez nous, j'ai 6-7 barbecues, là, donc c'est assez fou pas. Mais ce qui est encore plus pire, c'est que j'étais assez fou de mettre ça dans un trailer avec des chums, s'en aller aux États-Unis, faire des compétitions de barbecue aux États-Unis. Donc, c'est un petit peu, c'est un peu fou. Donc, si vous avez des questions de barbecue, je suis aussi bon qu'en informatique. Maintenant, la Shameless Plug, Micromédica, on est un fournisseur de services gérés à Trois-Rivières. On dessert le Québec. On a aussi une division logicielle qui est un logiciel qui s'appelle un ERP de gestion qui s'intègre à Comba et Avantage, qui s'appelle Service Centre. Plus de 25 modules. On target vraiment la PME. Donc, et pour des entreprises, on peut être une solution complète, logiciel et infrastructure et cybersécurité dans ce marché-là. L'objectif de la présentation. Expliquer un peu c'est quoi l'incident, des types d'incidents, la méthodologie de gestion d'incidents, puis on va approfondir un peu qu'est-ce qu'on peut faire en PME. C'est souvent que les entreprises ne sont pas prêtes. Bon, l'anecdote du jour, tout le monde hier, c'était l'agile, tout le monde utilise l'anecdote, moi aussi, je n'ai une. En tant que gestionnaire d'incidents puis en consultation, tu as toujours des choses à abracadabrantes qui t'arrivent. Dominique et Pierre, je pense, ont fait une présentation hier là-dessus sur des erreurs. Il aurait pu probablement faire une autre heure sur des histoires bizarres qui sont arrivées. Je vais vous en partager une. Je reçois d'un de mes clients un appel vers 6 heures le soir. Il me dit Steve, j'ai l'impression qu'il se passe de quoi de bizarre sur mon réseau. Je pense que j'ai un incident. Donc là, finalement, je prends ma voiture, je roule. Et là, je viens d'avoir une nouvelle voiture électrique, donc ça fait pas de bruit. Hein. Donc, j'ai le pied pesant. Donc, en sortant de Trois-Rivières vers Shawinigan, je me fais arrêter par la police à 140 km/h. Bon, OK, bon, correct. Donc là, je dis, le policier, je finis par lui dire, regardez, j'ai le pied pesant, j'ai une nouvelle voiture électrique et je dois aller à Shawinigan chez un de mes clients. Il y a probablement un crime, un cybercrime qui a lieu et je suis attendu. Donc, c'est pour ça. Tu sais. Donc, et là, je me suis dit, je vais me faire dire, fuck off, prends ton ticket, puis ta gueule, tu sais. Mais là, il me dit, ben, correct. Il dit, je t'accompagne, je t'escorte.
Donc là, tu sais, c'est un peu surréel parce que là, j'arrive, puis là, je suis. Tu sais, bon, pour les gens qui connaissent, de Trois-Rivières à Shawinigan, c'est à 55, c'est quasiment une piste de course tellement que c'est assez droit, puis monte ça. Donc là, finalement, on monte à Shawinigan à peu près à 150, 160. T'arrives, j'arrive, là, puis il m'a supporté jusqu'à temps que j'arrive dans le cours du client, parce que j'avais nommé l'entreprise. Puis là, il dit, c'est beau. Donc, ça, il m'a laissé aller. Faut quand il avait envie d'aller chez Tim Hortons, où il était allé sur le bord d'être sur l'autoroute. Mais, tu sais, c'est vraiment. Là, mon client arrive, et il me dit, hey, ça n'a pas été long avant que tu en viennes. Puis là, je compte ça. C'est l'histoire un peu après Calabran qui arrive. Mais, ce qui est le fun, c'est la. Peut-être qu'il y a 10 ans, le policier n'aurait jamais compris c'est quoi un cyberincident. Et maintenant, c'est dit, regarde, je laisse corter. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais bref, un moment cocasse dans ma carrière. Maintenant, c'est quoi un incident? Moi, j'aime bien des fois parler un peu de théorie, puis après ça, on va parler de pratique. Donc, l'incident, là, on peut le définir, là, puis selon plusieurs personnes, tu vas avoir différentes réponses. Donc, on va voir des trois types. On va dire les incidents de sécurité, des incidents de confidentialité, des incidents selon ITIL. Tu sais, il y a vraiment selon à qui tu vas demander, tu vas avoir trois réponses, c'est quoi un incident. Donc, tu sais, ITIL définit avant tout, ITIL qui est un cadre de gestion en TI, il va définir essentiellement un incident comme de quoi qui marchait, qui ne marche plus, et qui cause un arrêt de production. Ça n'implique pas nécessairement un aspect sécurité ou confidentialité. Un incident de sécurité selon le NIST, en tant que tel, c'est un événement qui compromet ou un événement de sécurité qui compromet la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Ça, je pense que je n'apprends rien à personne là-dessus. L'incident de confidentialité, c'est un peu un problème c'est un incident qui compromet une donnée personnelle. Nous, on va s'attarder principalement aux incidents de sécurité. Bon, une petite slide pour le NIST. Pour ceux qui ne savent pas, le NIST est un gros institut américain qui s'occupe des normes et des standards. Et ils ont des normes, beaucoup de standards en matière de sécurité de l'information. Maintenant, quelques types d'incidents de sécurité. Là, c'est sûr que les slides, ce n'est pas nécessairement fait pour un public techno. Donc, on va aller un petit peu plus rapidement. On parle de phishing. Tout le monde sait c'est quoi? Ransomware. Les attaques de lignes de service. Les botnets. Les attaques, des brute force attaques. Les password spray. Et j'aime bien rajouter l'exemple parce que là, on vient de voir toutes plein d'affaires bien graves, mais à la fin, on voit un vol de laptop. C'est un incident de sécurité, et possiblement un incident de confidentialité aussi. Donc, ou un vol, ou la perte d'un disque dur, ou jeter des PC sans en disposer correctement. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. La gestion SQL. OK. Le NIST a défini un modèle pour la gestion des incidents. Bon, oui, c'est vrai dans la vraie vie, les modèles, là, c'est le fun, mais j'aime ça, moi, l'expliquer, c'est quoi, pour avoir certaines structures dans notre tête quand on aborde un incident. OK. Donc là, le cadre s'appelle le SP800-61, c'est des noms très intéressants. Donc, ils permettent vraiment d'avoir une boucle, puis en différentes étapes sur la gestion d'un incident. La vue d'ensemble, vous voyez que vous avez une première étape qui est la préparation, détection et analyse. L'autre étape, excusez la phrase, la slide est en anglais, là, le containment, eradication et recovery et la post-incident. Tu sais, la phase 1, là, on parle vraiment de préparation, on parle d'avoir un plan, avoir des outils en place pour gérer votre sécurité. C'est vraiment ce qu'on a parlé beaucoup, ce que René Sylvain a parlé, d'avoir un plan, d'avoir des outils en place, etc. C'est la phase 1. Donc, ça, définir des rôles, avoir un plan, définir c'est qui s'occupe de quoi, avoir une cyberassurance, savoir qui contacter en cas d'incident. Prévention, on continue avec les outils. La phase de détection, avec vraiment toute la partie itérative qui dit, bon, OK, on surveille les alertes, etc. Et là, ce qui est le fun, on va arriver à la méthode avec les PME. Là. Détection, OK? L'analyse. Là, définir c'est quoi l'analyse. Quand on le définit, c'est définir c'est quoi le problème que vous avez eu. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un faux positif? Est-ce que c'est qui l'attaque? Est-ce qu'on peut
qu'est-ce qui va influer sur l'incident. Et maintenant, là, c'est la phase 3. L'incident a eu lieu, il y a une affaire. Il faut maintenant contenir l'incident, c'est-à-dire faire l'éradication, c'est-à-dire enlever le virus, et après ça, la récupération, qui est vraiment le restart, le retour aux opérations. Et la phase, je vais très vite, ça va pas bien. Donc, c'est vraiment l'endiguement. L'endiguement, là, on parle d'arrêter la propagation. Tu sais, des fois, vous avez plus multiples sites. Si on peut contenir l'incident à un site, tant mieux. Tu sais, on va limiter le scope de la restauration et de la récupération. Note aussi, c'est là que vous réalisez que l'analyse est importante parce que si vous faites une bonne analyse, vous allez savoir quel système il faut isoler. Vous allez mieux être capable de détecter et de contenir et d'isoler les systèmes affectés. L'éradication, c'est faire le ménage. Et la restauration des services, le retour en place des opérations. Phase 4, qui est très souvent pas utilisé et mal utilisé, c'est le meilleur moyen pour améliorer la situation après l'incident. Faites le post-mortem avec votre client. Il s'est passé ça, c'est arrivé ça. Même les organisations et des programmes matures, ça arrive, des incidents, il faut faire un post-mortem, c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui aurait pu prévenir. Ça arrive. C'est notre gestion de risque. Des fois, on s'est dit, bon, ça peut arriver, on va l'assumer. Puis dans les PME qui n'ont rien, ben, c'est le temps de leur dire ben, que ça serait le temps de faire de quoi. Bon, maintenant, ma réalité. Les incidents et les PME. C'est le fun, c'est que dans le modèle, la phase de préparation, des fois, il n'y en a pas, ou très peu. La phase 2 de détection, c'est le fun, elle est à skipper parce que souvent, la détection est facile. Il y a le ransomware déjà d'arriver. OK? Donc, c'est ça. Donc là, ben, ça, on arrive, déjà, on est en pleine action en phase 3. Et qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'incident? La plupart du temps, les entrepreneurs, les entreprises vont dire ça ne m'arrivera pas. On est trop petit. Ça, c'est comme s'il y aurait des panneaux d'indication sur le bord, sur les pipes réseau, puis les adresses IP externes, il y aurait des pipes. Ça, c'est sorti PME, ça, c'est IBM, ça, c'est Microsoft. Tu sais. C'est tellement ridicule. Souvent, je leur fais réaliser des clients. Je fais un map, là, puis tu peux leur dire ah, je viens de client tout le monde dans ton sommet de chez Cogeco ou chez Vidéotron. Tu sais, as-tu vu une différence entre les entreprises, entre les adresses? Non. Souvent, les gens, ils ne réalisent pas ça. Ils pensent qu'ils sont tous ciblés des attaques. Des fois, on se fait dire, on réagira quand on sera rendu là. Tu sais, PME, là, tu sais, ça marche. C'est important, c'est pas de facture qui rentre, c'est le fun. Là, j'ai une facture récurrente chez mon Office 365, c'est la plus grosse facture récurrente qu'ils veulent avoir. Puis après ça, ils n'ont pas le. Oui, la loi 25 implique, mais je vous dis tout de suite, il y en a très, très, très peu de PME qui sont prêtes à ça. Puis ils se disent, quand j'aurai un incident, ben, j'appellerai mon fournisseur TI. La majorité des fournisseurs TI ne savent pas vraiment comment réagir en cas d'incident. Il y en a plusieurs que j'ai vus dans les PME qui m'ont dit ben, ils ne rappellent pas. J'ai des clients que j'ai gagnés parce que ça faisait 4 jours, 5 jours qu'ils appelaient parce qu'il y avait ransomware. Puis que finalement, ben, fournisseur TI, il ne répondait pas. Ou il disait j'ai pas personne, je ne connais pas ça. Finalement, tu es dans la merde, puis bye bye. Sérieux, histoire vécue, là. Donc, j'appellerai mon fournisseur TI. Donc, puis après ça, j'ai des backups. La plus grosse joke, c'est à terre. Parce que j'ai des backups, mais je ne les teste pas. Je ne m'en suis jamais servi. Je ne l'ai jamais testé. Ou je l'ai testé la semaine d'après, la semaine que je l'ai installé, puis après ça, je n'ai jamais pensé que ça pourrait lâcher. Et là, c'est le merveilleux problème. Je ne te parle même pas du pirate qui l'aurait corrompu. C'est juste des fois des défectuosités techniques. Un des derniers clients qu'on a ramassé, ben, il y avait 2 disques USB pour ses backups. Puis un disque qui ne marchait pas, était brisé, corrompu, etc. Et l'autre disque a été encrypté par le pirate. Désolé. Il n'y avait rien à faire. C'est ça. Tu sais, puis le pire, c'est des clients. Tu sais,
On a des clients qui écoutent nos recommandations, il y a des clients qui n'écoutent pas les recommandations, puis il y a des clients qui arrivent de l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça, tu sais. C'est toujours quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Puis des fois, il y a des petites PME qui vont se dire, c'est mon fournisseur TI qui le fait, mais que j'ai pas de contrat, j'ai pas d'entente, il fait tout pour moi, puis il m'envoie pas de facture. Tu sais, ben oui, ouais, ouais, mais il y en a sérieux, ils pensent ça. Des fois, hey, c'est toi qui m'as fait ça, mes backups. Ben là, c'est parce que ça fait 3 ans. Je suis correct, je fais des backups, j'ai surveillé ce qui marchait les premières semaines, là, puis après ça, ben, on t'a montré comment les vérifier, puis tu vérifies pas. On va dire, où est-ce que on n'a pas d'entente, tu sais. Bref, c'est ça, arrêter les PME. Maintenant, quoi faire en cas d'incident? Bon, pas de panique, il faut suivre le plan. Bon, ben, on a un problème, il n'y en a pas. C'est souvent ça, là, tu sais, j'arrive, ben, tu sais, as-tu un plan? Là, des fois, ma question d'après, c'est as-tu des backups? Tu sais, des fois, des clients qu'on reçoit, qui arrivent de l'extérieur, puis on ne sait absolument rien d'eux. Puis là, tu arrives, tu te dis, OK, as-tu des backups? Oui. Mon fournisseur TI faisait. Il fait, ah oui, OK, on part bien. Donc là, c'est ça, quoi faire? Si vous n'avez pas de plan, considérez de vous faire aider. Ça se peut que vous êtes le technicien de la petite PME, vous êtes, ou la personne qui s'occupe, c'est pas votre tâche principale, mais ça est devenu votre tâche. Il y a plein de gens PME que ça arrive, que l'informatique, c'est le 8e de leur chapeau, mais qui se débrouillent bien, puis, etc. Bien, dans ce temps-là, là, vous n'êtes pas capable de gérer ça à un incident. Faites-vous aider. Un incident sur quelqu'un qui a 10, 20, 30, 40 PC ou 50 PC, une personne de ça s'en sort très rarement tout seul, tu sais, surtout sans aide, etc. Après ça, la première chose, je leur dis, avez-vous une cyberassurance? Parce que si vous avez une cyberassurance, souvent, vous avez des clauses qui vous permettent d'avoir de l'assistance à un certain niveau. Puis c'est souvent, la première chose, c'est vous appelez votre assureur, il va vous dire, OK, OK, on prend ça en charge, on ne prend pas ça en charge pour X raisons, mais au moins, vous avez essayé. Puis c'est pas le temps de les appeler après 4 jours quand c'est commencé. L'autre chose, euh, prenez la peine d'investiguer. Donc là, vous n'êtes pas la personne qui, finalement, qui s'occupe de l'informatique. Vous êtes la personne qui s'occupe de l'informatique. Vous travaillez dans un fournisseur TI. Commencez par investiguer. Parce que la première chose que le propriétaire de PME va vous dire, dans combien de temps je vais revenir? Tu viens d'arriver dans la place. Là, tu ne sais même pas si c'est des backups. Ils m'ont demandé, j'en reviens dans combien de temps? Puis le bullshitter va dire 24-48 heures. Ben oui, tu sais. Comme quelqu'un qui a c'est comme le docteur qui t'annoncerait, tu as le cancer, vas-tu mourir? Oui, non. Tu sais, il y a une réponse affirmée, ça ne marche pas. Tu sais, donc là, souvent, dans des environnements de même, tu es dans une situation ultra imparfaite. Donc, tu vas toujours faire le mieux. Il va y avoir des dommages collatéraux. Des fois, tu fais réussir des petits miracles. Des fois, mais bon. Donc, mais une chose qu'il faut faire, il faut vraiment regarder pour investiguer. Parce que sinon, vous allez jouer à Guacamole. Tu sais. Hey, j'ai restauré les 2-3 PC en problème, etc. Je n'ai pas reconstruit tout au complet. Je n'ai pas investigué. Je ne sais pas c'est qui mon patient zéro, etc. Et 3 semaines plus tard, ça recommence. Il y a un client qu'on a gagné. Après le troisième incident sur ransomware, dans le même 4 mois, il m'a appelé. Cette année, mon fournisseur TI, ça fait 4 fois que je peux faire avoir en 3 mois. Ça ne marche pas. Tu sais. Donc là, tu vois qu'il n'avait pas investigué. On a investigué, on a trouvé le vecteur, et on a pu arriver et dire, regarde, c'est pas revenu. Tu sais. Ça c'est faire la bonne chose. L'autre chose, n'effacez pas les preuves. Ça se peut très bien, c'est très probable que dans un contexte de petite entreprise, l'acquisition de preuves ne donnera absolument rien. Il n'y a personne qui va en avoir besoin. Il n'y a personne qui va faire d'enquête forensique sur tout, mais quand il est trop tard, il est trop tard, vous les avez plus, ces preuves-là. Donc, au moins, faites l'acquisition des preuves. C'est-à-dire, au moins la preuve mémoire, certaines machines, preuve disque sur la plupart des machines que vous avez isolées et identifiées comme étant problématiques. Maintenant, vous n'avez pas de plan. Donc là, le plan, souvent, on va parler dans le plan de gestion d'incidents, vous allez parler des intervenants, des processus, comment déclencher. Et maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des playbooks. Les playbooks, c'est vraiment très tactique sur comment opérer
quand il se passe un incident. Là, je vais parler plus d'incidents de ransomware. Tu sais. Parce que dans la tête des entrepreneurs en PME, ça existe absolument, il n'y a rien d'autre qui existe sauf des ransomware. Tu sais, des vols de données, c'est pas grave. Un employé qui fraude, il faut vraiment que ça coûte cher pour que ça apparaisse. Tu sais, sinon, donc là, pour eux, être arrêtés parce qu'ils sont encryptés, c'est la seule affaire qu'ils comprennent que c'est un incident. Donc, le playbook, c'est un peu une méthodologie générale. Comme au football, c'est votre jeu. Là. Voici un jeu typique pour un rançongiciel. L'étape 1, ne pas paniquer. Là, vous réalisez que vous arrivez dans une PME. En général, c'est le vendredi soir. C'est le fun. Donc, un vendredi soir, vous arrivez dans une entreprise qui a un pourcentage de leur poste qui ne marche pas, encrypté. Les opérations d'entreprise sont arrêtées. Des fois, une entreprise que vous ne connaissez pas pantoute. Et vous arrivez et vous dites OK, on doit partir. La personne en avant d'elle ne voit que je ne peux pas servir mes clients, je ne peux pas facturer, je perds de l'argent, je ne sais pas si mon entreprise va survivre. Et ça, ce n'est pas facile à gérer. Et encore plus si vous travaillez pour cette entreprise-là. Tu sais, si vous êtes le technicien TI qui s'occupe de cette entreprise-là, vous êtes employé, cette gestion émotionnelle-là, elle est trop forte. C'est pour ça qu'il faut aller se faire aider. Quand j'arrive dans une entreprise c'est un client, ça me concerne, ça m'intéresse, etc., mais je ne suis pas impliqué émotionnellement. Je suis capable de prendre des décisions et c'est pour ça qu'il faut dealer avec cet aspect émotionnel-là de l'entrepreneur ou de la personne qui est responsable. Dire, hey, je vais peut-être perdre mon entreprise une semaine, 2 semaines, j'ai eu un accident. T'sais. Puis souvent, ils ne comprennent pas tout. Donc, mais ne pas paniquer, c'est la première chose. Parce que quand vous paniquez, là, c'est sûr et certain, là, vous partez de tous les bords, de tous les côtés, vous n'avez plus l'esprit clair et au final, vous n'aidez pas votre client. OK? Maintenant, étape 2, on revient un peu à notre modèle d'analyse, de détection. Moi, j'arrive, je vais évaluer la situation, je vais évaluer la portée du système. OK, qu'est-ce qui est infecté? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des VPN? As-tu 8 sites, 9 sites? Tu as juste ton site principal? Qui se connecte? Au moins, commencer à évaluer la portée de ce qui pourrait arriver. Là. Où est-ce que vous allez avoir à intervenir? L'étape 3, moi, je protège les sauvegardes. S'il y en a. Je vais commencer à aller vérifier aussi souvent dans quel état ils sont. On passe-tu de backups qui sont encryptés déjà? Ou si l'attaque est déjà en cours, des fois, juste les débrancher, m'assurer que je les ai débranchés, ils sont débranchés du réseau, etc. Pour ne pas laisser la chance à l'attaquant peut-être d'infecter encore. On ne sait pas, il est peut-être dedans encore dans le système. Donc, je débranche les backups, je m'assure au moins qu'il n'y ait pas plus de dommages. Puis, juste une parenthèse, je comprends, il y a beaucoup de gens qui travaillent des fois dans de plus grosses entreprises, ils ont des processus très formels, etc. On s'entend que dans une plus petite entreprise, tu fais vraiment ce que tu peux. T'sais. Donc là, des fois, ils vont dire, il ne faut pas que tu débranches, puis là, il ne faut pas que tu déconnectes Internet, si tu veux investiguer, etc. Oui, mais en même temps, non. T'sais. En PME, les opérations sont très critiques. Souvent, le contact client. Un de mes derniers cas, c'est un vendeur de légumes. Vendredi, à la fin de semaine, là, il sert des restaurants. Fait que, il a besoin, il veut faire ses livraisons le lendemain, là, ses clients. Donc, c'est compliqué, là, puis c'est loin d'être parfait. C'est ça. Bon. Donc, là, on a fait un peu l'état 1, 2, 3. On n'a pas paniqué. On a, on a regardé c'est quoi un peu la situation. On a maintenant protégé nos backups. Vous allez au moins où est-ce qu'ils sont. S'ils sont dans un partenaire infonuagique, on s'assure des fois d'avoir changé credential, juste pour compliquer la vie à l'attaquant. Maintenant, on va essayer d'identifier le groupe de ransomware. Facile, bien souvent, l'extension. Puis en autre parenthèse, souvent en PME, les cas qu'on va voir, c'est des attaques de ransomware très opportunistes. C'est pas, tu sais, ce qu'on entend dire, ça fait 6 mois que l'attaquant est là, puis qu'il se promène dans le réseau, puis qu'il apprend tout. C'est pas ça qu'on voit dans les PME, c'est des attaques très opportunistes. Ils rentrent, ils encryptent dans les l'heure ou le jour qui suivent, puis après ça, c'est fait, puis ils ne prennent pas la peine de s'incruster tant que ça. Ils se rendent compte, ben il y a 8 PC, puis ça ne donne rien
ils vont reconstruire dans le temps de le dire, tu sais. Donc, euh, ça apporte une autre signification. Donc là, après ça, on essaie d'isoler c'est qui notre groupe de ransomware. Est-ce qu'on fait affaire avec un Akira, un Lockbit ou un autre groupe, Black Basta, et il y en a une tonne. Et l'intérêt de tout ça, de savoir c'est quoi notre groupe de ransomware, c'est de trouver leur mode d'opération. Tu sais? Parce que là, le but premier, c'est après ça, c'est de trouver par où il est rentré. Tu sais, le minimum de gestion d'incident, c'est aussi pour trouver qui, par où c'est rentré. Donc, l'identification, souvent, la lettre de rançon va être assez claire. Vous avez été encrypté par Lockbit et avec quelques indices, soit l'extension des fichiers, une recherche Google après ça. Et à coup, vous avez votre, euh, votre groupe ou au moins une bonne indice. Vous pouvez commencer à chercher ça avec Google. Il y a différents sites comme le CISA qui définissent des fiches, souvent de groupes ransomware, qui permettent de dire hey, c'est un Akira, puis Akira, c'est un site qui marche, il utilise tel vecteur. Ce n'est pas infaillible, mais ça vous donne une piste pour orienter votre investigation. Est-ce que c'est les derniers cas que j'ai vus, c'est des gens qui utilisaient des vulnérabilités au niveau de SonicWall ou au niveau de Fortinet pour rentrer? Donc là, ça te donne une idée au moins. OK, correct, je vais commencer par fouiller si mon firewall. Je vais pouvoir sécuriser mon firewall. Est-ce qu'il est à jour? Et ainsi de suite. Donc ça permet au moins d'orienter l'enquête. Et souvent, c'est spot on. Là. Tu sais, quand il arrive, là, j'ai vu une vague d'Akira dans certains clients, tung, 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 tung. Puis tu te rends compte, ils utilisent tous le même modus, ils passent au-delà des plages d'adresse IP complètes, puis ça te permet, il y en a qui tombent des victimes. Donc là, dans notre playbook, là, on va parler d'acquisition de preuves numériques. Ça a l'air compliqué, là, mais ça ne l'est pas. Donc, et vraiment, la raison pourquoi, là, c'est pour se donner une chance, si jamais votre assureur, tu sais, il n'y a jamais qu'il se passe de quoi, comme, puis je vais faire une autre parenthèse. OK. Dans cette slide-là, considérez-vous considérez de vous faire aider. Une chose que j'aimerais rajouter, c'est que souvent, ils vont dire c'est l'aspect sécurité, c'est pas des TI, donne ça à ton fournisseur de cybersécurité ou fais appel à une grosse firme, puis arrange-toi avec. Ils vont faire ça. Après ça, tout ce que je dis là, c'est sûr que vous avez l'approche pour tout déléguer ça à quelqu'un d'autre. Mais des fois, ils vont se ramasser dans la situation que, présentement, ça ne vous donne aucune formation quand vous faites ça. Et quand vous n'apprenez pas. Donc là, il y a des choses là-dedans que c'est peut-être pas l'idéal que ce soit vous qui le faites, mais au moins, ça vous donne l'information de qu'est-ce qui doit être fait. Puis on apprend tout sur le tas. Fin de parenthèse. Acquisition. Donc là, si vous voulez avoir l'air moindrement pas trop un clown, faites l'acquisition faire l'acquisition, c'est-à-dire une copie de vos images disques. Vous pouvez même faire une acquisition de la mémoire de la machine affectée. Ça peut donner des indices plus tard sur l'investigation. Parce que ça, vous n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui a dit 24-48 heures pour remettre votre réseau. Ce n'est pas vrai, là, mais le compteur tourne. Là. Donc là, au moins, prenez au moins le temps de dire ben, j'ai pas de serveur. Évidemment, c'est vendredi soir, donc il n'y a pas de serveur d'asper qui traîne chez le client. Là. C'est une PME. Là, si t'es chanceux, ils vont avoir un PC de spare, là, puis c'était pas d'avance. Donc, tu n'as pas de machine pour travailler, pour relever le client. Donc, tu es obligé de copier les données au plus vite. Donc, si tu fais l'acquisition, un des logiciels que j'utilise, c'est FTK Imager, 5, gratuit. Faites une copie de vos images disques. Donc, c'est le minimum. Ça ne veut pas dire que ça va être vous qui va l'analyser. Mais au moins, si l'assureur ou si par après la police s'en mêle, parce qu'il y a des cas que la police s'en mêle, là, vous allez au moins avoir été moindrement professionnel dans votre non-professionnalité, de ne pas avoir mis ça ailleurs. Vous avez appris de quoi? Vous avez au moins fait l'image du système et ça peut vous sauver le cul un peu après. L'image RAM. Là, ça, c'est le bout de téléphone. Tu sais, dans un vrai incident, tu fais ça, tu vas faire ta acquisition de mémoire. Après ça, c'est peut-être pas toi qui vas l'analyser, mais ça donne la peine. Après ça, c'est le fun de la regarder, là, puis
curiosité scientifique peut-être ou curiosité mal placée. Donc, ça permet de dire, hey, je vais apprendre de cet incident-là, et faire l'acquisition de mémoire permet vraiment des fois de dire, hey, je vais apprendre, vous fouillez avec autopsie dans votre image disque, apprenez, etc. C'est demain qu'on apprend. Donc là, faites votre acquisition de mémoire. Ça, c'est-à-dire que c'est une copie de la mémoire au moment que l'outil va se faire. C'est sûr qu'elle est volatile, la mémoire, donc il y a des parties de mémoire que vous n'aurez pas exactement, mais au moins, ça va vous donner une bonne partie de l'état de la machine, c'est-à-dire les connexions en cours, et ainsi de suite. Tu sais, ça vous permet vraiment d'avancer. Pour la memory forensic, l'analyse mémoire, moi j'aime bien, il y a Volatility, outil de command line avec Python. Mais quelqu'un qui commence, ou pour les étudiants qui sont là, si vous voulez faire de l'analyse de la mémoire, utilisez même ProcFS. Et ce qui est le fun de même ProcFS, c'est qu'un coup, vous avez fait votre acquisition de mémoire, vous êtes capable de monter la mémoire et ça vous fait une arborescence que vous utilisez avec un browser. Donc là, vous êtes capable de browser, etc. Au lieu de poser des questions à votre mémoire avec Volatility, vous êtes capable de browser. Donc, des fois, de trouver de quoi de bizarre sans nécessairement savoir qu'est-ce que tu cherches. Tu sais, quand on commence, des fois, c'est pas facile de dire qu'est-ce qu'on doit trouver d'anormal. Donc là, le fait de chercher visuellement permet de vous donner une piste. Là, on a parlé, dans les étapes, il y avait une étape d'investigation. Là, évidemment, là, tu sais, là, c'est dans toutes les autres présentations, souvent, on va entendre, OK, là, tu contacteras ton SOC, ton NOC ou ton SIM. Hein, tu vas avoir tes logs. Ben oui, ton PME, il n'y a rien. Comment tu veux investiguer quand tu n'as rien? Très peu d'informations. Tu sais. Et un outil que je trouve intéressant, tout dépendant si le réseau était. Des fois, des réseaux sont infectés bord en bord. Il n'y a plus rien à faire. Là. On fait l'acquisition puis on reconstruit. Mais des fois, quand c'est partiel, on peut utiliser des outils comme Velociraptor, qui est un outil open source, qui est un outil de gestion en gestion d'incidents, qui permet, et vous installez le offline collector, c'est-à-dire, je monte un serveur au Velociraptor et le connecteur, c'est le client. Déployer ça. Ça, on est en PME, donc c'est pas long. On va faire 15-20 PC, puis partir faire le XE, clic, partir ça. Et après ça, ça vous permet d'interroger de façon centralisée tous les postes qui sont fonctionnels. Donc, si vous dites dans votre investigation, hey, telle adresse IP ou tel username est interrompu, c'est quelle machine? Là, vous avez dû commencer à interroger les machines qui sont live. Donc là, vous dites, je cherche dans les logs telle adresse IP. Il va faire le tour des machines où l'agent est installé, puis il va te revenir avec tes réponses. Donc là, ça permet rapidement de commencer à avoir une idée d'investigation. Tu sais, parce que sinon, si à chaque PC, je fouille pour le IOC tel numéro. C'est ça. Un IOC qui est ce qu'on appelle un indicator of compromise, c'est-à-dire, on va dire une piste, c'est-à-dire une adresse IP, un nom ou un URL. Donc là, c'est ça. Donc là, ça vous permet d'arriver d'interroger tout l'ensemble de votre parc de façon centralisée et ensuite identifier le patient zéro. C'est là, toujours en fonction de qu'est-ce qu'on a de quel groupe ransomware. Tu sais, des fois, ils vont donner ils utilisent telle tactique. On rappelle le MITRE. Tu sais, MITRE, la fiche va dire, ils utilisent tel groupe utilise telle tactique dans MITRE. OK, correct. Est-ce que j'ai ça dans mon environnement? Est-ce que je peux. Tu sais, c'est demain, vous pouvez avoir une approche un peu plus systématique à votre investigation. Le Offline Collector, là, c'est un outil pour générer l'agent qui se met sur une clé USB. Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment très simple. Donc, générer l'offline, vous faites l'installation, puis c'est clic, 3 clics, puis c'est fait. Donc, tu sais, dans une gestion d'incident, pour avoir quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ça, capable d'installer votre outil, ou c'est là avec un autre outil, mais en général, en PME, il n'y en a pas. Donc, vous allez installer votre agent, puis au moins, vous allez collecter vos données. Tout faire l'installation. Donc, j'ai couvert ça un peu. Donc, le Velociraptor, c'est vraiment, ça va vous servir
rechercher vos IOC dans les logs, capture de mémoire à distance. Des fois, je commence à avoir un doute sur une machine, je vais faire une capture de la mémoire. Et ça permet de faire des recherches en utilisant ce qu'on appelle le VQL, qui est un peu un langage à la SQL, qui permet vraiment d'interroger, de dire je cherche telle affaire. Donc, c'est d'avoir une approche, puis de chercher le patient zéro. Maintenant, c'est le moment de la gorgée d'eau parce que je ne me la finis pas. Bon, les deux dernières étapes. L'étape 9, la reconstruction, j'en parle un peu, là, mais pas tant que ça, parce que rendu là, vous savez probablement votre patient zéro, on vous le souhaite. Vous avez patché l'opportunité, au moins vous comprenez. Est-il rentré par le firewall? Est-il rentré par le SSL VPN? Si oui, ben vous savez que vous devez la reformater, l'appareil, vous devez la sécuriser, puis après ça, vous pouvez commencer à penser à reconstruire. Quand on parlait dans notre cycle, on est rendu à la reconstruction et vous allez être capable de, tu sais, en sachant où est-ce que vous êtes, vous commencez à reconstruire et après ça, on s'entend que c'est des PME, des fois les backups marchent, des fois les backups ne marchent pas. Si les backups marchent, ben, c'est encore mieux, on ramène les backups, on teste les backups, on s'assure que l'attaquant n'est pas là, bien on sait comment il est rentré, donc ça nous donne une piste de savoir, parce que si on fait juste restaurer les backups comme bien les fournisseurs, je t'ai restauré, ben, l'attaquant va revenir dans 2 semaines. Si t'es chanceux, des fois, peut-être même juste après, là. Donc, et après ça, reconstruire les postes. Là, vraiment, je pense que c'est pas le but de la présentation. Et finalement, si vous avez eu un ransomware ou un autre incident de sécurité, il faut penser à préparer la déclaration à la Commission de l'accès à l'information parce que c'est sujet à la loi 25. Il y a vraiment une belle petite case rançon logiciel sur le formulaire de la CAI. Et parce que bien souvent, vu qu'il n'y a rien qui vous dit qu'est-ce que l'attaquant a vu, il faut présumer le pire. Il a peut-être exfiltré vos données. Vous avez peut-être, donc vous avez fort probablement un incident de confidentialité. Et à mon avis, professionnellement, je recommande fortement à mes clients de le faire. Évidemment, c'est leur responsabilité. J'ai parlé avec plusieurs avocats, puis ils me disent tout, comme fournisseur de services, j'ai fait ma job en le recommandant. C'est eux qui prennent la décision. Mais et en gérant PME, c'est trop grave. Donc, c'est jamais assez grave. C'est comme Ski Kinneun, il disait, c'est-tu vraiment un incident? Je pense que c'est dans une présentation avec Dominique hier. Il y a quelqu'un qui disait, un de ses points, il disait, c'est-tu vraiment un incident? Là? Donc là, la question, elle me faisait bien rire parce que c'est tellement ça. Là. Tu sais, le gars, il est encrypté bord en bord sur 3 quarts de ses serveurs. Non, c'est vraiment un incident? Oui. Tu sais, tu sais. Ouais, mais tu n'as pas de preuve qu'il a accédé à mes données. Il est domaine admin. Je pense qu'il peut faire pas mal ce qu'il veut, tu sais. Donc, c'est ça. Donc là, au niveau de la CAI, la Commission d'accès à l'information, si vous avez un petit incident, bien simple, tu sais, genre le vol de laptop pour remplir le formulaire. Si vous avez de quoi de plus complexe, tu sais, je vous recommande fortement de travailler avec un bridge coach ou un avocat qui va vous aider à vous conseiller. Si vous avez vraiment un gros incident, n'hésitez pas à impliquer un bridge coach. Puis souvent, c'est un service qui est fourni par votre cyberassurance si vous l'avez. Donc là, le bridge coach, c'est un avocat spécialisé dans les brèches. Donc là, il va vous aider à ne pas faire les mauvaises décisions. Comment communiquer à vos employés, comment communiquer à vos clients et fournisseurs, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, mais bon, sinon, vous pouvez, je le recommande. En PME, des fois, juste une facture de 200$, ça leur fait peur. Alors qu'ils, finalement, il a mieux prendre le pari de prendre. Je ne paierai pas 200$, mais ça va peut-être me coûter des milliers, mais ça, des fois, c'est un peu bizarre. Sur ce, avez-vous des questions? Merci beaucoup, Steve. Tu me ramené des bons souvenirs. J'ai travaillé en PME, pas en cybersécurité, mais avant, j'ai adoré travailler dans ce domaine-là. Super dynamique, mais ô combien rocambolesque parfois. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou en ligne aussi? Oui, bonjour. Ici. Oui.
Bon, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Dans le volet de qu'est-ce que les clients ou les PME disent, on ne se fera pas attaquer, on a des backups. Les choses qu'on entend dernièrement, c'est j'ai des backups immuables. Il n'y aura pas de Ouais. problème. Y a-t-il des risques avec les backups immuables qu'on voit que même si l'entreprise avait ça, ils se sont fait avoir d'une certaine façon, ou c'est quoi les risques autour de ça? Ben, moi, je vais parler de mon point de vue, là. Souvent, quand j'entends backup immuable, c'est souvent les gens qui sont avec Veeam Backup. OK? J'ai un Veeam depuis version 12, à peu près, on s'y appelle Veeam Immutable Backup, etc. Puis là, regarde, ça reste le chien. Ça veut dire, souvent, ce que j'ai vu dans les codes avec Akira dernièrement, c'est ils sont rentrés dans le serveur Veeam en premier. C'est la cible du groupe. Fait que ça fait, s'ils sont vraiment, ils peuvent configurer le serveur. Moi, ils finissent par avoir accédé au serveur parce que Veeam, des fois, est vulnérable. Fait qu'après ça, j'ai des backups immutables. Oui, jusqu'à quel point, là, tu sais. J'ai vu d'autres solutions, par contre, qui sont plus robustes, comme voyons, DatoSiris, qui a le backup local, mais un backup vraiment immutable, l'autre bord, dans un fournisseur cloud. Ça, j'ai trouvé ça. J'ai une meilleure expérience avec ça qu'avec Veeam Backup, qui se vend d'avoir des backups immutables, mais ça reste du logiciel pareil, là. Est-ce que ça répond à votre question? Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour. Je suis Herman Bouma, étudiant au Cégep Limoilou, et j'ai deux questions pour vous. Allez-y. La première est celle de savoir quels sont les défis, les principaux défis actuellement en entreprise en cybersécurité. Et la seconde est celle de savoir y a-t-il des compétences spécifiques pour un stagiaire qui fait ses débuts qui souhaiterait faire ses OK. débuts en cybersécurité? Merci. Première question. Ah, ça donne de la nervosité. Rappelle juste moi ta première question. Tu sais que t'as un blanc, là. Les principaux défis. OK. Les Ouais. défis, c'est facilement en PME, les gens se sentent très, 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 très peu concernés. Tu sais, pour eux, ça n'arrive pas. Donc ça, c'est. Donc là, il y a sa première difficulté-là, de leur dire oui, ça va t'arriver, on ne sait pas quand. Tu as des obligations légales avec la loi 25. Il faut au moins que tu fasses un semblant minimum. Donc là, nous, on travaille beaucoup avec le cadre cybersécurité, ce qu'on appelle le CAN DGSI 104, là, c'est totalement norme marketing. Mais c'est des mesures de base, puis on essaie d'amener nos clients à comprendre qu'ils ont des obligations, puis que leur entreprise, l'argent qu'ils investissent maintenant, va leur éviter être un bon investissement pour plutôt que dans 2, 3, 4 jours, plus les dommages à la réputation, plus et ainsi de suite. Donc, plus les obligations légales qu'ils ont à faire. Pour un étudiant, moi, je vous dirais, j'engage plusieurs techniciens, puis je vous dirais, là, puis souvent qui sortent de l'école, puis les critères que je cherche de la passion, je cherche quelqu'un qui en mange. C'est quelqu'un qui, ben ça, je leur demande, as-tu des projets informatiques autres que tes devoirs? Et en général, la question d'après, là, la réponse va me dire non. OK, là, ça part mal. Ou qu'est-ce que tu aimes? OK. Puis après ça, j'essaie de voir si tu es quelqu'un qui aime ça. T'sais. Parce que l'informatique, ça va tellement vite que ce que tu as appris cette année, dans 5 ans, là, tu vas dire le contraire. Parce que les choses changent. Donc, si tu n'as pas de passion, tu n'apprendras pas. Ça, c'est la première chose que je cherche. J'essaie de voir aussi quelqu'un qui aime apprendre, qui veut apprendre, qui est capable d'avoir l'humilité de comprendre qu'il ne sait pas tout. Moi, ça fait, depuis que j'ai commencé, j'avais 11 ans, j'ai l'impression de commencer à connaître ça. Ça fait faire 30 quelques années, là. Fait que, si l'attitude, je suis le meilleur de ma classe, là, j'ai envie de rire, c'est probablement le pire de mes techniciens, tu sais. Fait que, la learning curve est très, entre l'école et la réalité est souvent haute. L'école ne prépare pas nécessairement à ça. Donc là, l'humilité, la passion, puis avec ça, et souvent de la disponibilité. Tu sais, souvent dans mon contexte,
on fait de la PME, donc c'est sûr que je n'ai pas 40 techniciens, je n'ai pas de processus très clair. On s'occupe de nos clients. Des fois, ça implique de travailler en dehors des heures, etc. Donc là, mais ça va tout ensemble. Si tu en manges, pas grave de travailler vendredi soir. Tu veux faire de la gestion d'incidents, prépare tes fins de semaine, là. C'est Noël, là. Tu sais, les attaquants, ils n'attendent pas le lundi matin à 8 heures, là. Tu sais, je commence à puncher, je fais une couple d'attaques. Non, il fait ça le vendredi soir en se disant, j'ai la fin de semaine pour l'attaquer, pour encrypter. Donc, tu sais, quelqu'un qui se dit, je veux faire la cybersécurité, mais je veux pas, je veux faire des heures très standards, va peut-être être déçu sur la réalité, là. Il y a des places, là, mais dans ma réalité, c'est pas ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai demandé en ligne. Je crois qu'on n'a pas de questions en ligne. Si personne me dit que j'ai pas raison, c'est que c'est le cas. Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir.